Bonjour, bienvenue. Je me présente, Stéphanie Perrin, chargée des actions pédagogiques au service historique de la Défense sur le site du château de Vincennes. Cet atelier est animé par deux enseignants de lycée professionnel en lettres histoire. Sophie Duvernois, également professeure relais au Musée national de la Marine au Palais de Chaillot à Paris, et Jean-François Guillet, également professeur relais aux archives départementales de Paris. Donc cet atelier est construit autour de deux démarches et il est issu également d'un partenariat entre le service historique de la Défense et le musée de la Marine, à partir des archives numérisées et de la base de données de la Compagnie des Indes, du site Mémoire des hommes du ministère des Armées. Voilà. Merci Stéphanie. Donc on va vous proposer ces deux démarches et vous avez tous, je pense, lu sur votre table un petit dossier dans lequel vous avez des documents, donc une offre pédagogique du SAG, une offre en construction du musée de la Marine et surtout un document avec les étapes de ma démarche avec ma classe de seconde qui est le questionnaire de bord et celle de Jean-François. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans les étapes, à chaque étape. On va essayer de vous laisser du temps ensuite pour pouvoir échanger si vous avez des questions. Voilà, c'était pour que vous puissiez aussi noter des choses. Alors, le contenu en fait de l'atelier pour l'instant, c'est qu'on a déjà présenté les deux documents, en tout cas pour ma démarche sur lesquels j'ai travaillé, donc avec les élèves, c'est un journal de bord et le rôle d'embarquement d'une frégate qui s'appelle la Vestale et qui part de l'Orient, qui va arriver au Sénégal, Martinique et qui retourne à l'Orient. Voilà, les conservations et les démarches pédagogiques anciennes, aussi d'autres académies et des archives départementales ont travaillé sur les journaux de bord. Ensuite, la Compagnie des Indes, le port de l'Orient en 1741, pour avoir un peu une petite idée de où on en est dans la Compagnie des Indes déjà. Et puis donc la démarche, donc questionner journal de bord de la frégate, avec sur les étapes de travail en classe. Et Jean-François poursuivra avec le site Mémoire des hommes et donc sa démarche aussi sur suivre un marin dans ses campagnes. Voilà, c'est tout pour ce qu'on a présenté. Là, je vais te laisser la parole puisqu'on va faire le lien avec les programmes scolaires, bien sûr, avec nos deux démarches. Allez-y, entrez. Donc, ces deux démarches peuvent s'inscrire en tout cas dans le programme de 4e, de la classe de 4e, au XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution, avec notamment la compagnie Colbert, et puis aussi en seconde générale, avec le thème numéro 3, l'État à l'époque moderne, France et Angleterre. Nous l'avons inscrit au lycée professionnel dans le thème numéro 1, l'expansion du monde connu, colonisation, empire, traite atlantique, maritime, esclavage et compagnie de commerce. Mais ce qu'on va vous proposer comme démarche, en fait, soit l'intégralité ou des parties de chacune de ces démarches peuvent être reprises pour la classe de 4e ou de seconde. Et puis, on a d'autres chapitres au lycée professionnel où on peut intégrer aussi ces démarches-là, notamment dans métiers, compagnons, compagnonnage et chefs-d'œuvre au XIXe siècle, puisque grâce au rôle notamment de ces compagnies, on peut travailler sur les métiers. Et puis le deuxième thème en histoire, l'Amérique et l'Europe en révolution, notamment où on doit faire la révolution de Saint-Domingue, qui découle justement de cette traite. Alors, sans plus attendre, on va passer donc aux documents, les lieux de conservation et les exploitations pédagogiques anciennes. Donc, c'est pas nouveau de travailler sur des journaux de bord. Donc, voici nos deux documents. Celui-ci, donc, c'est un extrait. Donc, journaux de bord, je pense que vous avez peut-être déjà vu, entendu en tout cas dans les différentes conférences ou ateliers qui sont déjà déroulés sur ce thème. A priori, donc, ces deux documents sont des documents administratifs obligatoire dans les navires. Le journal de bord qu'on a ici, c'est celui de la Vestale, c'est celui sur lequel nous travaillons. C'est un extrait, c'est-à-dire que les journaux de bord peuvent être très longs, avec évidemment, il faut écrire tous
du voyage avec les destinations, avec les routes maritimes, tous les vents qu'ils ont rencontrés. Évidemment, ils doivent aussi noter parfois quand ils rencontrent des îles, donc le côté bibliographique qui est demandé. Le capitaine, en fait, ou l'enseigne, ou l'écrivain, doit aussi rendre des comptes de la marchandise qui a été amenée, donc il y a un côté comptable aussi dans ces journaux de bord. Là, c'est un extrait, il est beaucoup plus court. Beaucoup d'éléments de navigation ont été ôtés parce que c'était sûrement destiné directement au directeur qui n'est pas forcément un marin et qui veut avoir, lui, ce qui s'est passé réellement dans la navigation, enfin dans ces échanges, sa cargaison, ses arrivées, etc. Donc voilà, c'est assez condensé. Le capitaine, qui s'appelle Michel Bien-Descormier, a fait des commentaires aussi sur certains éléments, notamment en Martinique, quand il arrive en Martinique. Donc ça, on verra plus tard dans les étapes. Et à côté, donc, vous avez un rôle, un extrait. C'est pas la première page, on la verra tout à l'heure. Donc ces registres sont tenus, normalement il y en a 4 qui sont obligatoires. Donc il y en a un qui reste au port, un qui est sur le navire, et noter donc, tous les éléments qui arrivent. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit par exemple celui-là a été rempli par 2 mains différentes, donc ça veut dire qu'il est vraiment au fur et à mesure de ce qui se passe dans la traversée, s'il y a des décès, s'il y a des, on verra aussi des passagers clandestins. Et c'est un document, alors il y en a un, je dis, qui reste au port, un qui est embarqué, un qui va pour l'amirauté pour le congé du navire qui doit partir, et un qui est aussi pour les pensions des invalides, parce qu'il y a des gens qui sont blessés, qui meurent, etc. Ça c'est à partir du 19e siècle, on va y incorporer les actes de décès des marins qui sont morts pendant la traversée. Parce qu'il y en a quand même certains. Voilà, donc ça c'était pour les journaux de bord. Vous avez pour le rouge embarquement, ça voilà, vous avez, c'est des documents qui sont préimprimés, qui sont organisés, hiérarchisés. Donc on a le point de départ, on a le port de départ, on a le navire, donc c'est rempli à la main à chaque fois. On a le navire, on a son tonnage, on a donc la notion de l'air, c'est le directeur de la Compagnie des Indes, et on a donc les soldes qui sont payés, et vous avez des colonnes. Donc celle où il y a la première, c'est ce qui s'est passé durant le voyage. S'il y a des gens qui ont été débarqués à certains endroits, qui vont être rembarqués, d'autres qui ont été embarqués ensuite. On a aussi donc l'équipage, mais aussi les passagers. Il y a vraiment toutes les personnes présentes sur le navire, et il y a un ordre, il y a une hiérarchie. Donc vous avez en premier on appelle l'état-major, donc avec le capitaine. Alors font partie de l'état-major, vous avez le capitaine, donc l'aumônier, alors je vais vous montrer après. Voilà, vous avez, là c'est la vestale, celui de la vestale, vous avez le capitaine, les lieutenants, les anciens écrivains. Alors là c'est un ancien surnuméraire, ça veut dire qu'il est présent sur le navire en tant qu'officier, mais il ne fait pas partie de l'équipage qui actionne, enfin qui fait partie du navire. On a l'aumônier, le chirurgien-major, et en général, ces officiers donc, mangent ensemble, mangent à la table du capitaine. Ils sont dans ils mangent à la table du capitaine. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les officiers mariniers, la maestrans, c'est-à-dire en fait les maîtres de métier sur un navire. Donc, vous avez quelques mots qu'on verra plus tard. Là, j'essaie de, voilà, pour voir à peu près comment ça se construit. Les contremaîtres, le bosseman, c'est celui qui s'occupe des gréements et des ancres. Vous avez le patron de chaloupe et les pilotes, donc essentiels dans la navigation, bien sûr. Et une petite remarque, donc on voit qu'il y en a un qui s'appelle Julien d'Entragues. Souvent, les jeunes de capitaine, enfin, issus de familles de capitaines qui devaient aller sur un navire, commençaient par être pilotin, commençaient par faire vraiment la partie pilote, pour ensuite pouvoir après être lieutenant, etc. Voilà. Ça c'était pour le côté très hiérarchisé. Ensuite, on a les officiers non mariniers. Donc là, on va retrouver le maître canonnier, on va retrouver le maître charpentier, on a les matelots. Alors chacun ensuite va avoir aussi une spécificité qui va répondre justement à un maître de métier. Vous avez le calfa, donc celui qui s'occupe de tout ce qui est étanchéité, avec de l'étoupe et du goudron. Vous avez ensuite les valets, donc les valets de l'état-major, c'est des domestiques. Vous avez les mousses. Et puis les marins embarqués lors des escales et les passagers. Donc tout ça, c'est voilà, cet ordre-là. Voilà, ça c'est pour comment se tient un rôle. Et ça, c'est la partie donc numérisée, puisqu'on a vu le côté
le document original, qui est quand même assez difficile à lire. Et là, c'est vrai que le SAG, donc le Service historique de la Défense, a permis justement de mettre tous ces noms et toutes ces fonctions. Vous avez les âges, vous avez aussi ce qu'on appelle le poil, ça fait bien rire les élèves, c'est le côté des cheveux, des âges de chacun, surtout que des fois ils ont des noms assez proches et qui ne sont pas du même milieu. Alors ces documents sont conservés, en fait les rôles d'embarquement de la Compagnie des Indes sont conservés au site de l'Orient du Service historique de la Défense. Donc il y a plusieurs sites, donc Stéphanie Parcelle, il y a aussi l'Orient, Brest. Et au site historique de la Défense, ils ont produit un dossier documentaire très riche, très fourni, qui s'appelle donc La Compagnie des Indes et la traite des Noirs du XXe siècle, avec des documents originaux, une contextualisation aussi assez importante. Donc, je m'en suis aussi pas mal servi. On retrouve ce document qui est téléchargeable sur le site du Service historique de la Défense dans la partie offre pédagogique et dans la partie ressources ensuite. Donc voilà, vous pouvez à tout moment vous en parler aussi pour travailler sur ce thème. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces journaux de bord, donc nous c'est la Compagnie des Indes qui nous intéresse, mais bien évidemment vous avez des armateurs privés qui vont aussi envoyer des navires, et on retrouve cette fois-ci dans les services d'archives départementales de tous les départements du littoral atlantique, des archives départementales qui proposent des dossiers pédagogiques et des ateliers. Alors là, il y a les Charentes-Maritimes, donc c'est pour La Rochelle, la Loire-Atlantique, qui propose une activité multimédia pour Nantes, et nous, donc, les AD du Morbihan pour Lorient. Et il ne faut pas oublier non plus les archives départementales ultramarines, parce que celles de la Martinique, de la Guadeloupe, les sites, proposent aussi des dossiers, des ateliers. Alors ils n'ont pas forcément de dossiers en ligne, mais bon, ça va être difficile de réserver un atelier pour la Martinique, pas, mais voilà, ils proposent des ateliers aussi directement qui parlent de la traite, de l'abolition, et les archives départementales de la Réunion ont numérisé tous les registres après l'abolition de l'esclavage, donc des esclaves qui vont être affranchis. Donc c'est aussi des sources qui peuvent être intéressantes. Alors on revient sur la Compagnie des Indes, c'est pour dire que c'est quand même assez ancien aussi comme travail. Donc voilà, ça c'est le site du Service historique de la Défense, la Compagnie des Indes, et comment se présente... donc ça, Jean-François va détailler après la base de données. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur là où sont conservés les documents, parce que c'est épars. Donc le journal de bord, il est aux Archives nationales. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, en fait, il n'était pas, on ne pouvait pas y accéder sur Mémoire des Hommes, il fallait aller sur les Archives nationales. Donc c'était, voilà, là, ça a été mis ensemble. Quand vous avez un petit œil, là, ça veut dire que le document est numérisé et visible directement, tout est rassemblé. C'est quand même mieux pour travailler. Et vous avez aussi donc les Archives du Morbihan, les Archives du Morbihan qui proposent des documents. Donc, les marins qui sont morts en mer, on va vendre aux enchères leurs vêtements, enfin tout ce qui leur appartient. Et donc il y a cette mise en vente une fois qu'on est revenu au port. Voilà, donc là il y a des pièces comme ça qu'on peut retrouver qui sont numérisées et qui sont accessibles aussi en ligne. Donc ça c'était pour la Vestale. Jean-François détaillera plus cette base de données. Et voilà, donc là on va rentrer dans le principe de notre journal de bord. C'est la Compagnie des Indes à Lorient en 1741. Alors, déjà, vous êtes au courant qu'on n'est plus dans la Compagnie des Indes de Colbert, on est presque un siècle après, il y a eu des faillites, il y a eu des regroupements, donc la Compagnie des Indes a englobé toutes les compagnies à charte qui étaient réparties, Sénégal, en Asie, donc ça fait un gros école. Et du coup, il y a une pratique déjà ancienne de cette navigation commerciale, et donc il y a un règlement qui va être instauré en 1733, et à partir de ce règlement, en fait, on va distinguer, la Compagnie des Indes distingue deux types de navigation. Celle qui est vraiment lucrative, c'est-à-dire celle qui va directement en Asie et qui passe, donc celle où on va prendre plutôt des vaisseaux, donc des gros navires qui peuvent ramener beaucoup de marchandises, qui aussi sont protégés par des canons puisqu'il y a des marchandises. Donc voilà, c'est la première navigation. Les capitaines qui sont sur cette navigation gagnent plus d'argent, ils sont aussi intéressés à la vente, donc il y a aussi cet enjeu-là.
Et il y a la deuxième localisation, moins prestigieuse, c'est celle de la traite. Et du coup, on en a une partie qui va quand même à Madagascar pour les îles Bourbon et Île-de-France, et tout le reste, donc c'est la traite qui fait donc le grand passage pour aller en Atlantique, qui va Guinée, donc les comptoirs de Juda, l'île de Gorée, c'est celle qu'on va voir nous, et donc qui vont directement, enfin qui vont ensuite dans les Antilles. Alors nous c'est la Martinique, on sait que pour notre programme c'est Haïti, mais ça reste quand même dans la même zone. Voilà. Après on sait que c'est le début de la guerre de succession d'Autriche. Quand il part, lui, c'est 1741. La guerre a commencé sur Terre. Pour l'instant, il n'a pas été gêné par ça. Hein. Il n'a pas rencontré de problème à ce niveau-là. Et voilà. Après, l'Orient. Alors, là, sur la carte, j'ai entouré. Donc, l'Orient, ça s'écrit pendant très longtemps avec l'apostrophe Orient. Le port de l'Orient, c'est le port de la Compagnie des Indes. Il est créé pour ça par Colbert en 1664 pour la Compagnie des Indes. En tout cas, c'est comme ça que c'est fait. Et vous avez donc l'Orient et en face, on retrouvera dans le journal de bord l'île de Groix qui s'appelle l'île de Gouet sur cette carte. Cette carte, elle a été dessinée par Nicolas Ozanne, qui est un dessinateur de marine, qui va dessiner de nombreux navires, et qui va, ça c'est la carte des ports, hein, qui va dessiner aussi les ports et arsenaux de France pour l'ensemble, pour le roi et pour tout le monde. Et voilà, ça c'est un document qui est numérisé d'après le centre de ressources du musée de la Marine. Donc voilà, c'est une carte de l'Orient. À l'intérieur, on est rentré dans la rade et on a ce qu'on appelle ici l'enclos. Donc là, c'est vraiment la Compagnie des Indes prend une place très très importante sur une emprise très importante sur le territoire. Et cette carte, en fait, c'est une carte à marée basse pour voir où sont les bancs de sable, pour pouvoir partir de l'enclos, donc charger et puis passer la passe, voilà, qui est ici. Et alors un tableau que vous connaissez sans doute ensuite pour avoir une vue générale, c'est celui de Jean-François Huet, donc en 1792. On voit là une partie ici de l'enclos qui est là avec la construction navale. Donc les bateaux étaient construits, les bateaux de la Compagnie des Indes sont construits sur place. Donc c'est vraiment un grand chantier naval, plus les magasins, plus voilà, il y a vraiment une grosse entrée au sol. Et on a cette tour là qui existe toujours. C'est pas un phare, c'est une tour à signaux. Voilà, ça c'est pour donner un peu l'idée de comment se passe, comment on est en 1741, enfin là c'est 1792, mais comment on est au XVIIIe siècle, en tout cas pour se situer dans le temps et dans l'espace. Et puis, du coup, la frégate, puisque notre navire est une frégate. Alors l'intérêt d'une frégate, c'est un navire rapide, enfin plus rapide qu'un vaisseau, qui est lourd, et surtout une frégate peut rentrer dans les fleuves. C'est-à-dire que le long de la côte africaine, on va avoir nous le fleuve Gambie qui est praticable. Un autre fleuve il est moins, et en fait les navires vont pouvoir rentrer dans le fleuve, aller sur les comptoirs qui sont sur le fleuve pour ramener les esclaves qu'ils ont achetés, pour les ramener à Gorée, et c'est là où il y aura la distribution de parmi tous les navires qui sont présents, des esclaves. Donc là c'est des modèles du musée de la Marine, donc on n'a pas la Vestale, et enfin on a une frégate de 24 canons, donc ça vous donne une idée à peu près de ce que, voilà, comment ils avaient voyagé sur mer. Là, on va commencer le travail avec les élèves. Alors, ce qu'il faut savoir, donc moi j'ai une classe de seconde bac pro système numérique. Pour faire ce travail, en fait, il se trouve que dans les agencements d'emploi du temps, j'avais la classe 3 heures de suite. Donc, en classe entière, c'était long pour eux, pour moi, pour tout le monde. Et il y a un moment, donc arrivé en fin de, voilà, après avoir commencé l'année, il faut essayer de dynamiser un peu ces 3 heures en classe entière, et en ayant trouvé donc, ces documents, et puis en ayant surtout trouvé ce journal de bord en fait, qui est assez... Il est facile à lire rapidement, mais après quand on s'y penche vraiment, il faut vraiment quand même faire des recherches pour comprendre un peu parfois les différentes abréviations surtout, et les mots qu'on n'utilise pas nous forcément.
Donc c'est à partir de là que je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose à partir du journal de bord. Je l'ai retranscrit une première, littéralement déjà, pour comprendre, et ensuite essayer de un peu moderniser et un peu pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus tout changer, pour que les élèves puissent en emparer aussi et travailler en autonomie. Donc ça, ce sera voilà, le principe de travail, mais on commence par regarder le journal, ça c'est l'étape 1, que vous avez, c'est le moment, mais vous avez voilà, l'étape 1, on commence à regarder. Alors évidemment, moi je zoome, donc je leur donne la totalité, mais de projeter, hein. Je leur donne la totalité, donc ça donne ça, hein, pendant 4 pages, pas très long, le journal de bord, c'est quand même assez grave. Et donc on regarde, pareil, je zoome aussi, on regarde un peu les mots qu'on comprend, les mots qu'on ne comprend pas. Alors ils aiment bien, ils aiment beaucoup lire, essayer de lire, ils sont toujours assez fascinés par l'écriture. Ils sont toujours assez fascinés par l'écriture, justement, ils essayent de déchiffrer, voilà, les formulations, ça ils aiment bien, c'est quelque chose qui marche toujours encore. Enfin là, j'ai fait ça donc il y a 3 ans, mes élèves ils sont en terminale maintenant, ils étaient en seconde, et avec les secondes là, je leur montre autre chose, et c'est pareil, à chaque fois, les documents originaux, ça leur parle dans la découverte et le côté peut-être exotique, mais ça, voilà, ça leur évoque quelque chose, en tout cas ça les intéresse. Donc on regarde un peu ce qu'il y a dedans, et puis moi j'avais commencé au début aussi sur la transcription à leur faire souligner les noms pour repérer les noms des... voilà, je voulais qu'ils voient les noms de personnes. Seulement il y a beaucoup de noms, notamment il y a des marins qui sont décédés, des marins qui sont... on verra, il y a 3 passagers clandestins, donc ils ont souligné tous les noms sans avoir de hiérarchie en fait de qui et quoi, etc. Du coup, voilà, j'ai décidé de justement retirer du journal de bord les noms de ce qu'on appellerait, nous, les acteurs institutionnels. C'est-à-dire, vous avez donc Michel Duvolaire, c'est le capitaine, le directeur de la Compagnie des Indes, M. Duvolaire, donc comme ça, ils ont les deux, ils ont les noms et puis l'écriture. Alors, M. David, commandant la côte, en fait, c'est le gouverneur de la procession du Sénégal de la Compagnie des Indes, donc c'est un personnage particulier. Monsieur Antôme, c'est le correspondant quand ils arrivent en Martinique, c'est la personne qui va avoir pour décharger, donc sa cargaison, enfin décharger, on ne sait pas comment ça se passe, pour les esclaves, et puis récupérer le sucre. Après, on a, alors qui est cité aussi, c'est le gouverneur de la Martinique, son nom est cité aussi, et donc le ministre de la Marine qui est cité aussi. Parce que le capitaine le gouverneur doit donner du courrier à remettre au ministre de la Marine. Donc voilà, on a aussi cette circulation des informations. Alors, il y a une petite question sur qui n'est pas cité. Et en fait, le travail, c'est que les élèves mettent des croix pour savoir qui travaille pour qui. Et c'est là que c'est intéressant, c'est parce que des fois, c'est pas forcément facile de savoir, monsieur, Barthélemy, monsieur David, il est gouverneur de la concession de la Compagnie des Indes du Sénégal, mais en même temps, c'est lui qui va faire cette colonisation, puisqu'il est renvoyé. Voilà, donc c'est intéressant justement de montrer que ces acteurs institutionnels, même s'il y a certains rôles qui ne sont pas très clairs en fait sur qui doit faire quoi. Et ça nous permet de dire que la Compagnie des Indes en fait a participé à la colonisation, en tout cas la partie africaine. Pour la Martinique c'est déjà fait, il y a un gouverneur, donc c'est déjà acté. Et là pour l'Afrique, pour le Sénégal, voilà, c'est parce qu'il y a cette emprise déjà française présente et que du coup ça permettra à l'État de s'y installer aussi, puisqu'il est déjà par la Compagnie des Indes. Après alors, les élèves sont parisiens, comme M. Jean-François. Donc pour eux, l'Orient, la Bretagne, c'est pas très clair. Mais il faut poser la question, parce qu'on croit que d'entrée c'est clair, mais en fait pas du tout. Alors on a une chance avec la Bretagne, c'est quand même reconnaissable sur la carte, donc ça va aller. Mais voilà, donc là ils doivent situer l'Orient. Alors ils ont cette petite aide, Internet pour chercher l'île de Groix, parce que le capitaine, malgré tout, va
dire, voilà, j'attends mes ordres à l'île de Groix, et après quand il revient, il passe par la baie d'Audierne, par la mer d'Iroise, des noms qui sont complètement inconnus de nos élèves, enfin de ceux de Paris. Et voilà, donc c'était aussi pour que ces noms-là, ils ne les mélangent pas avec d'autres noms, qui soient des noms de lieux, des noms de gens, voilà, pour que ce soit aussi un peu clarifié. Donc voilà, on va commencer par ça, et ensuite ils vont avoir la transcription, qui a été réduite. C'est-à-dire qu'elle a été coupée parce que le capitaine va aussi parler de ses déboires avec son valet en Martinique qui lui fait un procès, donc ça ne nous intéresse pas, en tout cas pour nous. Le principe, voilà, c'est de le lire. Donc moi, je vais lire le texte avec des arrêts, parce que la langue, elle est un peu quand même particulière. Je vous ai un petit mot. Je partis de la rivière de Gambie le 20 janvier pour retourner à l'île de Gorée, y porter quelques captifs, bois à feu et autres denrées du pays comme la cire brute et du morphine. J'arrivai à Gorée le 27 du même mois et j'en repartis pour retourner en Gambie le 8 février. J'y arrivai 4 jours après. Il faut bien suivre les dates. C'est pour ça qu'ils doivent faire une lecture active. Et c'est repérer les moments, donc les lieux, savoir où on en est où. Je m'arrête pour qu'ils me disent qu'ils ont compris. Depuis donc il y a 3 ans, j'ai fait un enregistrement, c'est pas moi qui parle, mais j'ai proposé donc une lecture, un enregistrement avec un peu le bruit de la mer, comme ça, qu'on y soit un peu, pour que voilà, il y ait une autre voix qui lise le texte. J'ai fait ça avec mon collègue de STI, qui a fait le montage, avec qui je fais la radio, la web radio. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose pour que ça tient 10 minutes. Et avec les arrêts, voilà, ça permet d'écouter autrement et puis de noter pour ceux qui le souhaiteraient, enfin qui doivent noter d'ailleurs. Mais voilà, on fait un petit retour, on s'arrête souvent. Voilà, la transcription elle fait ces pages-là. On s'arrête souvent, donc quand même pour expliquer. Gorée, c'était pas forcément connu. Alors dans cette classe, il y avait un élève qui connaissait Gorée, qui était allé voir sa famille, et nous allait visiter Gorée. Depuis, là j'ai demandé aussi un peu, parce que j'ai des secondes cette année, pour certains Gorée, alors ils connaissent par rapport au, c'est un lieu de pèlerinage. Et voilà, c'est par rapport aux Noirs américains qui viennent à Gorée pour partir des origines du départ de leurs ancêtres de façon forcée aux États-Unis. Donc voilà, ça commence un peu plus à... Enfin, 2 élèves sur 48. C'est pas beaucoup, mais c'est bon. Et donc à la suite, voilà, je leur montre aussi, on travaille aussi sur les cartes, donc on localise. Les cartes anciennes, donc ça c'est une carte prise sur le site Gallica. Donc évidemment on ne voit pas bien, donc c'est pour ça que j'agrandis, pour que vous voyez l'île de Gorée. Donc il arrive à Saint-Louis du Sénégal, après il va à Gorée, après il va en Gambie, il rentre dans le fleuve, il fait plusieurs allers-retours, il reste 6 mois plus ou moins dans cet espace-là, et donc il retourne après à Gorée pour repartir avec des esclaves qui ne sont pas forcément ceux qu'il a ramenés et qu'il doit aussi distribuer avec d'autres navires. Le gouverneur de Gorée doit les distribuer avec les autres navires qui sont présents. Ça c'était pour le Sénégal. Après on a, voilà, ça c'est le fleuve Gambie, donc on voit qu'il y a des comptoirs, toujours Gallica, vous avez les références. On voit qu'il y a des comptoirs, donc on comprend que le navire rentre. Et puis, alors, malheureusement, il y a un marin qui va mourir dans le fleuve Gambie parce que le cours était trop rapide. Et ce qui a interloqué les élèves, c'est qu'ils ne savaient pas nager. Donc un marin qui ne sait pas nager, pour eux, ça ne collait pas. Et oui, parce qu'il y a des marins qui sont sur leur navire. Donc on a un peu expliqué tout ça. Ensuite, l'autre lieu important, c'est l'île de Gorée. Et puis, donc là c'est pareil, c'est une carte assez connue qui est sur Gallica. Les élèves les auront après, donc on regarde quand même comment c'est fait. Donc il y a un fort, il y a un gouverneur, il y a les lieux où sont les esclaves. Voilà, on regarde un peu la légende. Et pour finir, donc, alors vous voyez peut-être pas bien, c'est entouré en bleu. Donc c'est Fort-Royal en Martinique. Donc arrivé en Martinique, voilà, pour qu'ils aient aussi une vue de tout ce dont on parle. Et alors une fois qu'on a fait tout ça, je vous rappelle, 3 heures, place entière, donc on a fait ça 2 fois, ça nous fait 6 heures en tout. On a été interrompu aussi par des trucs administratifs, une petite heure en plus. On complète avec le journal de bord,
parce que le journal de bord nous apprend en fait qu'il y a des soldats passagers. Et il y en a 2 pages de soldats passagers, ça veut dire qu'ils prennent beaucoup de place sur le navire. S'ils sont passagers, ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour défendre le navire, ils sont transportés pour aller au Sénégal, descendre, s'arrêtent au Sénégal, et ça va nous aider à comprendre, une fois que la place est vide, elle est prête pour que le navire soit réaménagé, pour prendre donc la, entre guillemets, cargaison d'esclaves qu'il est venu chercher à Gorée. Donc ça permet de comprendre aussi ce point-là. On va compléter avec les informations du bureau d'embarquement. Dans le journal de bord, le capitaine note tout de suite qu'il y a 3 jeunes gens, donc un qui a 15 ans, qui se sont embarqués, je cite, furtivement. Donc c'est des passagers clandestins. Alors ça les a beaucoup interpellés. Donc déjà, il part de chez lui, il a 15 ans, il va dans un navire pour aller en Martinique. Enfin, il ne sait même pas forcément où il va. En tout cas, il arrive en Martinique. Alors, on est obligé de leur donner une ration, on leur donne à manger, on ne les laisse pas depuis le travail. Donc, les 2 autres ont 24 ans, donc ça les a moins. Et alors, en plus, c'est que ce jeune de 15 ans, il est resté en Martinique, c'est-à-dire qu'il a déserté, comme dit le capitaine, il est resté en Martinique. Et là, c'est pareil, donc c'est pour ça qu'on peut penser tout de suite à un lien avec les cours de lettres, essayer de trouver, essayer d'écrire une lettre, parce que la question, mais est-ce qu'il a pris ses parents, enfin, bref. Il y avait voilà, une grosse angoisse autour de... un questionnement en tout cas autour de ce garçon. Et c'est vrai que alors il me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Je ne sais pas. Il faudra aller voir sur les archives. Bon là, voilà, on ne peut pas. Enfin, si, mais on va faire en vrai. Donc voilà, on peut toujours, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément si on va le trouver dans les registres, dans les mariages, on ne sait pas, c'est reparti. Donc voilà, ça c'était le questionnement. Voilà, donc là, après, on a un tableau, c'est qu'est-ce que le journal de bord nous raconte et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas. Et il ne nous dit pas, alors je vais vous dire le il ne nous dit pas parce que c'est plus simple. Alors aussi, il y a beaucoup de morts de dysenterie, de flux de sang, de diarrhée, donc ça les a aussi assez interpellés. Voilà. Donc, pourquoi les passagers clandestins sont-ils embarqués? Voilà, ça c'était ce que je veux dire, la question, qu'est-ce qu'ils font? Les conditions de traversée des esclaves, c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Les petits points que j'ai laissés en bas, c'est parce que j'avais oublié, mais ça m'est revenu entre temps, c'est ils voulaient savoir si les marins étaient d'accord avec le fait qu'on emmène des esclaves. Donc ça, je ne sais pas non plus, mais voilà, c'est qu'il y a des questionnements, comme ça, on ne sait pas. Et ça, on ne sait pas dans les journaux de bord a priori. Sauf les capitaines qui vont, c'est les capitaines, c'est pas forcément les matelots. Qu'est-ce que c'est que l'île de Gorée? Comment attrape-t-on des maladies sur le bateau? Donc ça, c'était la grosse question aussi. Une fois en Martinique, qu'est-ce qu'il advient des esclaves? Ça, on ne sait pas non plus. C'est pas dit. C'est juste qu'il a eu tant de décès d'esclaves. Alors, dans le texte, il y a donc des femmes noires, des hommes noirs, des raparesses, donc c'est des jeunes femmes, et des rapares, c'est des jeunes garçons. C'est le mot portugais pour dire les jeunes, les adolescents. Bon, voilà, donc ça c'était ce qu'on ne savait pas. Les lieux, on les avait un petit peu, on les avait quand même assez bien vus, et du coup, on a pu faire... D'accord, il me reste 1 minute. Bon, je vais vite. On a fait des groupes, enfin j'ai fait des groupes. Donc la durée de la campagne, donc le voyage de la Vestale, marchandises, passagers, équipage, donc c'est ce qu'on a essayé de décliner. Alors il fallait que je fasse 6 groupes, donc j'ai tiré un peu les fils, j'avoue pour le dernier, donc on va d'abord à la Vestale, parce que je voulais qu'il y ait 4 élèves par groupe, chaque élève. Alors en plus j'ai essayé de répartir, par exemple, le voyage, il faut compter les mois, les jours, donc j'ai essayé de mettre des élèves un peu en difficulté pour que ce soit assez simple, il y avait juste à compter. Et après les autres, ils avaient des petits dossiers, voilà, comme ça, avec des consignes, la campagne, voilà. Ils avaient chacun, par exemple pour ceux du premier voyage, enfin ceux qui devaient compter le voyage, ils avaient chacun un passage à lire. Alors, moi j'avais écrit matelot 1, je me suis dit, ouais, ça va, ils vont trouver ça débile et tout ça. En fait, pas du tout. Ils étaient, oui, matelot 1, moi je suis matelot 2, matelot 3. Moi je suis capitaine, c'est ce qu'ils m'ont dit, ok. Donc, je me suis dit, bon, ça va être encore du vent de prof, comme on dit. Mais non, ça leur a plu. Et voilà, le temps passé, donc voilà, là j'ai récupéré en fait des élèves qui n'ont pas récupéré leurs travaux. Donc, ils ont noté, on a noté combien ça faisait, combien de jours ils ont passé, voilà. Donc, pareil ici. Ça, cette grande feuille pleine de lignes leur a fait peur, ils n'ont rien écrit dessus. Donc je l'ai enlevé parce que c'est tout trop gros. Et à la fin, donc les 6 groupes, voilà, ils avaient ce
cette petite... ils avaient des documents à compléter, hein, ils avaient des consignes, et après ils devaient compléter, mettre ça sur un petit tableau. Là, c'est juste la traversée. Et ensuite, on a... voilà, ils avaient aussi ça, donc ils devaient faire le tracé, rentrer dans le fleuve. Et ça, c'est un démon. Ça, je ne vais pas vous le détailler, puisque j'ai fait 5 minutes. C'était sur la vie à bord. Hein. Ils avaient des documents aussi, voilà, des documents. Et puis un tableau pour synthétiser tout ça. Et on a enfin la grande mise en commun avec une grande feuille à 3 où chacun va dire en fait ce qu'il a trouvé et on complète les cadres et on fait le chemin des voilà donc combien de jours ils sont voyagés. Voilà, ils doivent tracer tout ça hein, pour en finir. Et là, on a un peu des extraits des documents que chacun avait dans leur dossier. Donc il y a une partie documents et il y a une partie questions, des questions à compléter. Ouais. Et voilà. Donc vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez vu, les capacités, les compétences qui étaient écrites en bas. Donc là, on a réalisé un schéma simple. Avant, on avait aussi travaillé en groupe. Et je pense que c'est bien. Et oui, donc ça fait une synthèse. Voilà, donc si après, on va revenir sur la vie à bord, mais... Voilà, donc je laisse la parole à Jean-François qui est aussi une démarche très poussée. Donc ce travail je l'ai mené donc, avec une classe de seconde bac pro gestion administration, mais qui peut bien évidemment être décliné au collège ou au lycée. La particularité, c'est que je suis le professeur de français, d'histoire, de géographie et de EMC de la classe, et je fais aussi des accompagnements personnalisés à cette même classe. Donc ce travail, il a été mené en AP, parce qu'au début, je m'étais plutôt mis dans une idée de faire de la remédiation, mais très vite, j'ai vu en fait apparaître de nouvelles difficultés de mes élèves. En histoire, en parallèle à cet atelier d'aide personnalisée, hein, en histoire, on a donc commencé notre premier thème, l'expansion du monde connu. On a travaillé une première séance autour des cartes, hein, pour voir l'évolution du monde connu par les Européens. Puis on a fait une deuxième séance sur la Compagnie des Indes orientales, néerlandaises, la BOC. Donc on a fait une étude de cas. Les élèves ont beaucoup accroché à cette idée de voir le voyage, etc., de différents marins. Et donc, du coup, la troisième séance, qui doit être une séance sur la traite atlantique, avec le même document, à la Vestale, en fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment donner de la chair aux cours et donner de la chair aux élèves, en fait, en cours d'histoire, notamment en leur faisant étudier des parcours de personnages, parce que du coup, ça leur parle énormément. Du coup, j'ai monté cet atelier pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je voulais travailler avec eux la chronologie, hein, qui pose souvent de gros problèmes, de grosses difficultés en cours d'histoire. Je voulais aussi travailler l'écrit court. Je suis un professeur de français, mais pas seulement, hein, mais on écrit aussi en histoire. Mais du coup, j'ai mis aussi ma casquette de professeur de français. Et puis, surtout, je voulais travailler avec des documents que je n'arrivais pas à inclure dans mon cours, pour des raisons de temps, et les documents que j'avais trouvés pendant le confinement sur les sites, notamment Archives départementales, Archives nationales, le CAHD, c'est-à-dire qu'il y a une politique de numérisation très importante ces dernières années, avec des documents originaux qui sont vraiment des pépites pour nous, mais on n'a pas forcément le temps de toujours les étudier en cours, et donc du coup, je me suis dit que notamment cette base de données que je vais vous présenter sur Mémoire des hommes, j'allais l'utiliser plutôt dans le cadre de l'AP. Alors, les difficultés de la classe de la seconde JATL sont très communes, hein, c'est-à-dire qu'on a un public peu motivé par son orientation, 24 élèves, qui ont d'énormes difficultés face à l'écrit, qui ont aussi d'énormes difficultés face à l'outil numérique, ce qui leur pose un problème pour leur cours en professionnel. Certains élèves étaient quand même très perturbateurs, mais du coup, j'ai voulu travailler différemment avec eux, et notamment cet atelier d'aide personnalisée. J'ai donc travaillé différentes compétences, donc les compétences numériques, qui vont être au centre de cet atelier, se repérer dans le temps et dans l'espace pour une deuxième partie, hein, je vous montrerai comment, sélectionner des informations dans un document, compléter ou réaliser une fiche chronologique, qui est notre capacité de notre deuxième thème, mais qui ne peut pas se traiter qu'une seule fois dans l'année lorsqu'on fait ce thème-là, c'est-à-dire que la chronologie, c'est pas quelque chose d'acquis pour nos élèves, et c'est un passage presque obligatoire dans beaucoup de chapitres. Voilà. Et puis je voulais raconter la vie d'un acteur majeur, parce que dans le fond, il n'y aurait pas eu cette Compagnie des Indes sans tous ces marins, et ces marins, des anonymes, sont quand même des acteurs majeurs. Donc je voulais aussi leur rendre un peu
honneur. Et enfin, je voulais que les élèves rendent compte à l'oral, notamment, et à titre individuel de ce qu'ils faisaient. Et enfin, réaliser une production cartographique. Je ne suis pas allé jusque-là, je vous le présenterai, mais je n'ai pas eu le temps, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il faut aussi savoir passer à autre chose, faire des renoncements. Donc la démarche, dans un premier temps, je leur présente le rôle. Comme on a travaillé sur la compagnie des Indes néerlandaises, ils savent ce que c'est qu'un bateau, un voyage, etc., les marins. Et donc du coup, on présente cette source, on la décrit, hein, c'est une liste de passagers. Hein. Voilà, alors, on parle de l'écriture, des difficultés pour eux de lire un tel document. Alors ça n'est pas un problème, puisque sur le site du SHD, les rôles de marins, en fait les rôles pardon, des équipages, ont été transcrits et ils ont tous été saisis en fait. Voilà. Donc du coup, en termes de lecture, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je leur présente les deux. Ils sont en gestion administration et du coup je leur demande, très bien, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette liste? Qu'est-ce qu'on fait? Alors au bout d'un moment, ils arrivent à me dire qu'on fait une base de données, ou en tout cas que tous ces noms-là, on peut chercher des informations avec ces noms. Donc il nous faut une base de données et du coup on travaille sur la base de données qui est sur Mémoire des Hommes. Alors cette base de données, elle est faite à partir de tous ces rôles d'équipage. Hein. Donc vous avez cette base de données et je les laisse manipuler la base de données. Alors ils rentrent leur nom, très vite ils voient qu'il y a pas de marin. Et puis très vite, quand je vois que ça commence à mettre les noms des collègues, on arrête, hein, on passe à autre chose. Et voilà, donc ils voient aussi comment on sert d'une base de données, etc., comment on l'interroge. Donc pour cet atelier, on va travailler nous autour d'un marin et on va travailler notamment autour de Bainville. Bainville Jean-Baptiste, donc on tape Bainville, et là on trouve tous les Bainville de la base de données. Ça soulève aussi un problème, et je leur montre, un problème qu'on a en histoire avec les sources, c'est-à-dire qu'un même Bainville peut être orthographié soit de façon différente, ou même son origine, puisqu'il est un coup d'Ambroise, un coup d'Amboise, pardon, un coup d'Ambon, on ne sait pas trop, ou voire on n'a pas du tout son origine, mais c'est bien le même, et on comprend que c'est le même en fait en suivant les remarques qui sont portées à côté, c'est-à-dire son trajet, puisqu'on a en fait une deuxième colonne, enfin une troisième colonne ici, c'est son trajet à lui sur le navire. Parce qu'en fait, ce qu'on découvre en consultant cette base de données, c'est que les marins ne font pas la campagne intégralement. Ils descendent, ils montent à bord, etc., au gré des voyages, et donc du coup, ils passent d'un bateau à un autre, en fait. C'est valable pour les marins, c'est valable aussi pour le chirurgien, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnel qui changent au fur et à mesure du voyage. Donc on travaille, on regarde les différentes étapes, on se rend compte que qu'à certains moments, il a fait toute la campagne. Quand il a fait toute la campagne, ça veut dire qu'il a fait le départ à Lorient et qu'il est revenu à Lorient avec le navire. Or, pour tracer son voyage, on a un problème, c'est qu'on n'a pas ces étapes. Alors les étapes, on les a, et ça c'est la recherche des trajets des navires, en cliquant sur le petit navire bleu, si vous cliquez sur le nom, en fait, vous ouvrez un PDF, enfin vous ouvrez une nouvelle page, et c'est la page du navire, avec les renseignements, c'est-à-dire que vous avez le détail de la campagne, l'armement, et tous les documents qui renvoient à cette campagne, c'est-à-dire s'il y a un journal de bord, etc. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le détail de la campagne, c'est-à-dire uniquement cette partie-là. Alors là, on voit qu'il était dans la rade en 1740 à Lorient, qu'il y a une revue, qu'il y a un départ et qu'il y a un débarquement. On voit en haut par où il est passé, mais on n'a pas les dates. Voilà. Alors quelquefois, pour les campagnes, on a très peu de renseignements. À l'inverse, pour d'autres navires, on a un peu plus de renseignements. Par exemple, pour l'Espérance, on voit qu'il est parti à Sainte-Catherine au Brésil, Pondichéry, le Bengale, l'île de France, l'île Bourbon et les îles Guénan, et qu'il a fait naufrage. Donc on a véritablement toutes les étapes du voyage avec les dates. Donc ça va nous permettre en fait de travailler sur les voyages du marin, c'est-à-dire en mêlant les deux informations que sont cette colonne qu'il concerne lui personnellement et puis toutes les informations sur les différents navires. Alors là, du coup, à partir de là, je demande aux élèves de construire la chronologie, de construire une chronologie des différents voyages qu'a fait ce Bainville. Et donc, on commence. Pour la construire, je leur demande deux choses. Sur le haut de leur chronologie, ils m'indiqueront les navires sur lesquels il était, hein, les différents navires qu'il a connus, si j'ose dire. Et puis en dessous, les différents voyages qu'il a fait, où est-ce qu'il est descendu, où est-ce qu'il est monté, etc. Et puis, quelquefois, on a des informations personnelles du type, là, il est resté sur telle île parce qu'il était malade, ou là, il a été attaqué par les Anglais, etc. Donc ça, on va aussi prélever ces informations. Pour...
pour construire la chronologie, j'utilise un site qui est Frieze Chronologie. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est relativement simple d'utilisation, il ne faut pas un master de numérique ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas de code, on fait directement la frise chronologique dessus en cliquant sur « Cliquez pour commencer » et on fait sa frise chronologique, pardon. Donc, les élèves l'ont. Donc, on obtient cette page-là, qui est l'axe, et puis différentes icônes pour pouvoir travailler. Donc la première chose à faire avec les élèves, en fait, c'est de leur dire qu'il faut nous changer les bandes chronologiques, puisqu'il n'a pas du tout voyagé entre 1900 et 2000, hein, ça ne marche pas. Donc on change les chiffres, on peut changer aussi les échelles, il suffit de cliquer sur OK et ça se met automatiquement en forme. Autre information importante pour eux, ils vont devoir manipuler deux choses. Ces deux petites icônes en haut qui sont en fait l'un pour créer un événement, c'est-à-dire on rentre une date et un événement, un seul fait, on n'a qu'une seule date, et l'autre à côté c'est une période, c'est-à-dire un début et une fin. Et du coup on met les bateaux en début et fin, en période, et les étapes de son voyage en événement, ce qui fait déjà qu'on apprend aussi aux élèves à faire la différence entre une période et un événement. Une période, il y a besoin de deux dates, un événement, une seule, ce qui n'est pas du tout clair pour les élèves. Donc, ça c'est pour vous, je vous le dis, vous faites votre chronologie et ensuite quand vous cliquez sur l'un des deux, en fait vous enlevez l'événement, c'est-à-dire qu'à la place vous avez des pointillés, ou vous enlevez les dates et vous avez des pointillés, ce qui est très pratique pour faire un exercice à trous ou une évaluation. Il n'y a plus besoin de type Excel et de photocopier derrière pour gagner du temps. Il faut toujours, par contre, petit bémol du site, il faut toujours enregistrer parce que nous avons des coupures de réseau et tout le travail est perdu. Donc bon, les élèves recommencent, hein, c'est pas grave. Ils sont pas plus dérangés que ça les arrange pas, ils recommencent. Il faut enregistrer régulièrement, on a un fichier, on obtient un fichier qui ne peut être lu que sur ce site, hein, c'est une image. Par contre, une fois qu'ils ont terminé leur chronologie, ce que je leur demande, c'est de transformer leur chronologie en PDF. Il suffit de cliquer sur créer un PDF, et là j'ai un PDF qui est créé avec la chronologie. Une fois que c'est en PDF, je ne peux plus y toucher. Par contre, sur mon fichier, je peux le modifier autant de fois que je veux. Mais le PDF va être pour eux, va leur servir pour travailler. Alors, une fois qu'ils ont compris ça, la méthodologie de l'outil, de l'utilisation de l'outil, on le fait, et nous obtenons ce genre de frise. Alors, une première frise, pardon, je vais la détruire. Donc, on a différentes frises chronologiques, comme celle-ci par exemple, sans couleur, et en fait on passe à l'étape où moi je les projette au tableau, alors je passe dans les rangs, je photographie avec mon téléphone, et je projette ensuite directement au tableau, hein, on gagne du temps. Et en fait, par exemple, cette chronologie-là, on se rend compte qu'elle est très difficile à lire, hein, dans le fond, il n'y a pas de couleur, il y a des cases qui se chevauchent. En fait, quand vous créez un événement ou une période, après vous pouvez les bouger facilement, il suffit de cliquer, ça se déplace tout seul, hein, de haut en bas, vous pouvez déplacer l'axe s'il vous gêne, etc. Donc là, l'élève manifestement a eu beaucoup de mal. En plus de ça, en termes d'événements retenus pour son marin, il y a beaucoup embarquement-débarquement, embarquement-débarquement, embarquement. Voilà. Il n'a pas réussi à retrouver forcément toutes les étapes du navire. Donc ça, c'était un exemple d'un élève. On a sinon celui-ci, qui lui a compris qu'il fallait mettre un peu de couleur pour arriver à se repérer, pour rattacher l'événement, mais qui n'a pas compris qu'on pouvait classer les événements en dessous, c'est-à-dire juste en les déplaçant, avoir une meilleure lisibilité. Le fait de construire la chronologie avec eux, très vite, ils sont très critiques par rapport à leur travail, et ils comprennent en fait les difficultés pour lire une chronologie. C'est-à-dire que, véritablement, ça, en effet, à exploiter derrière, ça va être très compliqué. Et puis on a des élèves, en plus de ça vous avez des élèves, par exemple là, débarqué à Pondichéry pour l'île Bourbon par ordre de Monsieur Lausier, il a tout copié, c'est-à-dire qu'en termes de sélection d'informations, il y a aussi des petits soucis. Et puis vous avez un troisième élève qui par exemple a fait ce travail-là, c'est-à-dire qui a réussi à renvoyer les événements du marin aux couleurs du bateau, à essayer de les classer pour avoir une meilleure lisibilité en termes de lecture. Donc l'étape d'après, c'est bien évidemment raconter les voyages de Bainville à partir de sa chronologie. Donc ils le font de façon individuelle. Alors pour les aider, je leur projette
ma chronologie. Parce que, en effet, les élèves qui ont produit une chronologie illisible ou ils ont trop de difficultés ne peuvent pas faire l'exercice suivant. Donc, elle est projetée au tableau et du coup, ça les aide. On en a parlé aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a vu que pour la lire, ben, on lisait dans un certain sens, qu'on prenait les événements dans un certain ordre, etc. Et donc, ils rédigent à partir de là leur récit des différents voyages de Bainville. On est, et je le leur dis, vous allez voir pourquoi, on est dans une sorte de cours aussi d'histoire, c'est-à-dire que c'est un récit historique qui est produit, hein, pas de roman historique, hein, c'est vraiment du récit historique. Donc le premier élève, par exemple, qui est un élève qui vient de 3e prépa métier, lui, pour raconter, il est passé par la liste. 1, 2, 3, 4, hein, voilà. Donc, il a fait une énumération des différentes étapes de voyage de Bainville. Le deuxième, alors lui, il rédige un peu, mais il fait quand même des retours à la ligne qui traduisent véritablement une pensée, c'est-à-dire une sorte de liste sans, en effet, numéroter, hein, mais il y a quand même ce retour à la ligne régulièrement qui prouve qu'il change bien d'idée, c'est-à-dire qu'il passe d'une case à l'autre. Alors, l'élève numéro 3. Alors, l'élève numéro 3, production plus courte, lui est resté sur les bateaux, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à insérer les événements de Bainville. Par contre, il a bien compris qu'il passait d'un autre bateau, d'un bateau à un autre. C'est aussi un élève de 3e prépa métier. Alors, 2 choses positives, quand même, pas des moindres, c'est-à-dire que l'utilisation de connecteurs, quand même, hein, qui prouve qu'il y a un enchaînement des actions, même s'ils ne sont pas toujours bien orthographiés, mais en tout cas, ils sont là. Et puis, il y a l'apparition de l'adverbe « malheureusement » qui s'est retrouvé dans beaucoup de copies parce qu'en fait, les élèves ont éprouvé des sentiments vis-à-vis de ce marin. C'est-à-dire que quand il est fait prisonnier, il y a un moment où on ne sait pas ce qu'il devient et du coup, il y a une sorte de détresse de leur part pour lui. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Alors, comme on n'était pas en cours de français, on n'avait pas à l'inventer, mais du coup, ils étaient un peu gênés par ça. Et donc, du coup, ils l'ont exprimé dans certains de leurs écrits. Et puis je vous mets donc un 4e élève, hein, alors lui qui a beaucoup plus écrit. Lui il a bien repris donc, les événements qui concernent Bainville, hein, je les ai surlignés en bleu, hein, les combats contre les Anglais, hein, la prise des Anglais, qu'il est malade, on a bien quelques connecteurs logiques, on a par contre un petit défaut, hein, c'est la ponctuation, hein, qui fait qu'à lire c'est un peu aride, voilà. C'est-à-dire qu'il faut suivre sa pensée. Donc, ils écrivent comme ça de façon individuelle, ils produisent de façon individuelle les voyages de Bainville. La 6e étape, c'est de mettre en commun, donc ça va dépasser la 6e étape, c'est de mettre en commun. C'est-à-dire qu'on doit tous ensemble produire un récit à partir des récits qui ont été faits individuellement. Alors là, 2 méthodes. Je suis le secrétaire de séance, je passe au tableau, je saisis, ou alors il y a un élève un peu plus aguerri en termes de saisie qui le fait. Ça dépend des groupes, puisque j'ai travaillé moi en groupe, hein, j'avais que 12 élèves à chaque fois. Donc ce qui se passe souvent, c'est que je passe au tableau, c'est moi qui saisis, les élèves prennent la parole les uns après les autres, on fait les phrases, il y a une consigne, c'est-à-dire qu'on ne juge pas de l'orthographe, et on ne juge pas des idées, c'est-à-dire qu'on met les idées directement, rapidement, et ensuite on a un moment de relecture, où on va relire ce qui a été fait, et on va transformer l'écrit, l'améliorer, y mettre de la ponctuation, et enfin une 3e lecture sur l'orthographe. Ce qui prouve aussi aux élèves qu'un texte, ça ne se produit pas forcément d'un seul jet, hein, mais qu'il y a des étapes dans l'écriture. Et donc nous obtenons, nous obtenons donc ces traces écrites. Dans un premier temps, Jean-Baptiste Bainville part de Lorient le 26 mars 1747. Ensuite, il combat les Anglais, puis retourne à Lorient le 21 septembre 1747. Dans un second temps, le 30 janvier 1748, il part de Lorient, etc. On a cette production-là, et on a surtout, et c'était pour ça qu'il est intéressant ce Bainville, à un moment dans la chronologie, il y a un trou. C'est-à-dire que pendant 2 ans, entre 1751 et 1754, on ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Alors vous avez 2 tendances dans la classe, hein. Il y a ceux qui veulent inventer à tout prix, et puis il y a les autres qui sont contents que vous les rassuriez en disant bah non, c'est un récit historique, donc si on ne sait pas, on va le dire qu'on ne sait pas, on n'a pas la source, on ne va pas l'inventer. Parce que si on l'invente, on n'est plus dans du récit pur historique, hein, on est dans du roman historique.
Et donc du coup, on le met. On ignore comment il se retrouve sur l'île de France, il embarque de l'île de France. Là, on a fait 3 heures d'atelier d'aide personnalisée. On s'est donc arrêté là. Voilà. Ces 2 traces écrites là, elles ont été produites en 25 minutes montre en main. C'est-à-dire que je suis assis, je distribue la parole, et c'est vraiment l'armée parce qu'ils ont envie d'une chose, c'est de repartir avec la trace écrite pour la coller dans le cahier. Et je le dis très nettement, c'est-à-dire que si on y arrive, c'est moi qui l'imprime et qui la distribue. Par contre, si on n'y arrive pas, j'imprime une feuille blanche et vous collez une feuille blanche. Et du coup, ils sont motivés quand même pour le faire, et on a ces 2 écrits-là, 25 minutes. L'un prolongement possible, c'est de travailler par exemple, alors on peut travailler sur tous les marins qu'on veut, mais on a, j'ai pris aussi Guillaume Presse. Alors Guillaume Presse, lui il a fait partie de la Vestale, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Et donc on fait le même travail avec les élèves, donc c'est-à-dire qu'on va chercher ces campagnes, on va chercher ce trajet, on construit une chronologie de la même manière, mais avec lui, on peut faire un travail différent. Alors, soit on passe par la chronologie ou pas, si on veut faire du récit avec les élèves. Sinon, là, c'est un repérage purement géographique. C'est-à-dire qu'on va construire avec eux un tableau qui reprend les différents voyages avec les départs, les arrivées. On leur demande de relever les escales, c'est-à-dire, elles sont données dans les registres de navires, donc c'est relativement simple. Après, il y a un travail de recherche avec eux, c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que je sentais que je n'aurais pas le temps. Pour retrouver en fait où sont ces lieux. Par exemple, le Judas, c'est Bénin aujourd'hui, donc du coup il faut trouver la concordance. Et donc du coup, ensuite on les place. Alors ça c'est pareil, on fait une carte avec pen, c'est-à-dire qu'on l'agrandit, on écrit, on l'agrandit, on fait des traits de couleur, on enregistre notre image, et notre image ressort avec une carte faite où on a la légende, les tracés de couleurs, etc. Et c'est pareil, les élèves aiment beaucoup travailler comme ça. C'est-à-dire pas, j'utilise pas un logiciel de cartographie très compliqué, d'abord je ne sais pas les manipuler. Voilà. Et en plus de ça, c'est très rapide pour eux, et ça prend forme tout de suite. Parce qu'ils agrandissent leur image pour pouvoir dessiner dessus, ils la réduisent, et là ils voient bien que le tracé est joli, que c'est vert, etc. On a ici les tracés des navires, et on découvre par exemple que Jean-Guillaume Presse, lui il a fait, non seulement il a fait route vers les Mascareignes, c'est-à-dire qu'il a participé à la première navigation, mais il a participé aussi à la seconde, en participant au commerce atlantique. Voilà. Je vous remercie beaucoup.